Lorsque l'on regarde la ville de Tiwanaku, je savais que j'allais faire une erreur. Si on regarde la ville de Tiwanaku, on est frappé par ces immenses statues qui trônent avec une géométrie, une symétrie et une maîtrise de l'architecture et des matériaux incroyables dont on peut se demander comment elle a pu arriver ici. Difficile à transporter, difficile à manipuler, difficile à réaliser. Comment expliquer cela dans des civilisations qui étaient, qu'on peut dire, arriérées au sens où elles n'avaient pas les connaissances que nous avons en mathématiques, en physique, en architecture. Comment expliquer ça? Eh bien, la science a du mal à l'expliquer et c'est peut-être en se détachant des évidences scientifiques qu'on sera capable de trouver la vérité historique. C'est ce que se propose de chercher, de trouver la réponse par Denis Sora de l'Atlantide et le règne des géants. Vous avez en un mot la thèse, c'est que Tiwanaku est l'Atlantide perdue dont on parle dans toutes les civilisations mais qu'on ne retrouve jamais nulle part. Et c'est cette Atlantide-là qui existe et qui était Tiwanaku, qui correspond à tous les témoignages. Et d'autre part, ce sont des géants qui existaient à l'époque antérieures, qui étaient là avant, qui ont disparu ensuite et qui expliquent de manière assez simple et rapide la présence de ces statues géantes. Denis Sora reprend l'hypothèse d'un certain Heuberg, qui est un chimiste allemand, qui avait déjà prévu l'existence du gigantisme. Et en gros, sa thèse est de dire que avant il y avait du gigantisme parce que en réalité, il y avait des phases lunaires. C'est ce qu'il explique dans le 2e chapitre. Il y a une histoire du système solaire à faire. Et dans cette histoire du système solaire, il y a eu des choses qui sont tombées sur la Terre, dont on a un souvenir précis. Dans les textes, dans beaucoup de textes que je vais citer, il s'appuie sur la civilisation égyptienne, sur la Bible, ainsi que sur la Torah et sur les anciennes civilisations, d'autres anciennes civilisations, où il explique comment est-ce que, en réalité, il y avait 3 lunes au départ, et ces 3 lunes sont tombées successivement sur la Terre. C'était des satellites que la Terre avait captés avec son orbite, mais qui ensuite sont tombés. Et ces 3 satellites ont permis, en fait, ils étaient très très proches de la Terre, d'ailleurs pour ça qu'ils sont tombés ensuite, et ils étaient très très proches de la Terre, si proches de la Terre que, ils permettaient aux êtres de s'alléger, d'être grands, et on fait qu'il y a des êtres humains qui étaient très très grands, simplement étaient des géants. Je vais citer certains passages parce que pour ce livre, j'ai pas forcément pris de notes très précises, mais je vais citer certains passages. La Terre a capté 3 satellites avant la Lune, le satellite primaire, le satellite secondaire et le satellite tertiaire. Chacune de son tour, ces lunes sont venues s'écraser sur la Terre avec ces effets que nous avons déjà indiqués et que nous retrouverons dans ces descriptions. Alors c'est intéressant de ce qu'il dit sur qu'est-ce qu'il pense de la vérité. En effet, en fin de compte, que nous importent les géants et les Atlantides? Ces récits pittoresques ne nous émeuvent que parce qu'ils représentent dans la matière physique du monde des événements spirituels et moraux de l'aventure humaine. Même s'il n'y avait jamais eu de géants, même si aucune Atlantide n'avait jamais existé, les bouleversements représentés dans ces images traditionnelles sont aussi sensibles que jamais dans la texture même, dans les sentiments les plus intimes de nos âmes. Nous portons tous en nous un paradis perdu, une Ève séparée de chaque Adam, un homme perdu par chaque femme, un univers englouti. Les plus anciens récits nous émeuvent profondément parce que nous y sentons les mêmes désirs, les mêmes nostalgies, dans les mêmes âmes de nos prédécesseurs sur la Terre. Et qu'est-ce que la vérité, si ce n'est ce que l'homme croit toujours? Il y a toujours, dans ces vieilles mythologies, une qualité de force et de rêve que nous ne trouvons pas dans les inventions même de la science, et donc qui excite en nos âmes un amour plus profond. Et qui osera dire que l'objet de l'amour n'existe pas? La vérité a cette terrible caractéristique d'être totalement incroyable, et donc d'exiger un acte de foi. Or, la recherche scientifique récente a aboli ces 2 objections, et nous sommes en présence de la véracité des récits bibliques sur les géants. Le cardinal Newman a fait observer que très souvent, ce ne sont pas les objections de l'intelligence qui nous empêchent d'accepter une idée donnée, mais simplement l'incapacité de notre imagination. Devant les géants, nous sommes paralysés par l'insuffisance de l'imagination et non par les protestations de l'intelligence. On a du mal à imaginer qu'il y avait des géants parce que voilà, ça va contre nos idéaux, en tout cas nos idéaux du XXe siècle. Le gigantisme en soi, argument en faveur du gigantisme. Le gigantisme en soi est un fait scientifiquement constaté aux différentes périodes géologiques. À la fin de l'ère primaire, il y a un gigantisme végétal qui a produit les plantes, qui ont ensuite donné la houille. À la fin du secondaire, on trouve les gigantismes sauriens, diplodocus et autres. À la fin du tertiaire, on trouve des mammifères gigantesques comme des mammouths. Il est très possible que l'homme simiesque de 4 mètres de haut, dont les débris ont été retrouvés par von Königswald en 1946, fasse partie de cette promotion des mammifères à la taille des géants. Ensuite, il explique comment est-ce
que la science aussi également peut se tromper. Dans la Bible, les arguments qu'ils prenaient étaient que, en fait, si on regarde les récits bibliques, il y a énormément mention des géants, du gigantisme, déluge du 13e millénaire peut-être, date de l'Atlantide de Platon, jusqu'au premier temps biblique, des tribus humaines civilisées et produites par des géants, ensuite appelés dieux. L'épithète fils de Dieu que la Bible applique aux géants et qui ne correspond à rien dans la Bible est évidemment une infiltration étrangère et très compréhensible. Un rédacteur biblique a adopté le vocabulaire de l'ennemi et a mis Dieu, ou un hébreu plus orthodoxe aurait mis géant. En second lieu, la Bible nous apporte un témoignage précieux sur la destruction des races gigantesques. Dans la Bible, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a les preuves et en fait, l'argument, c'est que les preuves sont simplement disséminées. Il n'y a aucune mythologie dans la Bible, il y a des faits rapportés. On peut refuser de les accepter comme incroyables, mais les récits ne sont pas entachés de faux par besoin de prouver une thèse. Les géants de la Bible ne prouvent rien. Ils ne sont pas nécessaires à Yahvé comme les géants grecs sont nécessaires à la saga de Saturne et de Jupiter. Aucune implication mythologique ou religieuse ne s'attache à ces textes. On peut même les supprimer sans nuire à la théologie, même s'ils n'ont causé que des difficultés aux théologiens. Et il y a énormément de mentions de géants, ils sont précis et concrets, ils sont commandés par aucune thèse historique, ils sont insérés dans des chapitres où ils n'ont à peu près rien à faire. Et si on les en sort, rien du récit n'est perdu. Ils sont très courts, jetés là en passant sans avoir d'importance spéciale. Ils émanent de rédacteurs très divers dans le temps et l'espace, souvent sans relation entre eux. Hein, si on lit bien la Bible, il y a des passages qui parlent de ça. Il a isolé quelques citations. Apocalypse 20, 10, le feu descendit du ciel et de Dieu le dévora. Genèse 6, 1, 4, il y avait là des géants sur la terre en ces temps-là, et par la suite, quand les fils de Dieu s'unirent aux hommes, des hommes, il y eut des enfants, ces enfants devinrent des hommes puissants qui furent des héros célèbres dans l'Antiquité. Nombre 13, 33, et là nous vîmes les géants, les fils d'Anak, qui viennent des géants, à nos yeux nous étions devant comme des sauterelles, et à leurs yeux nous étions comme des sauterelles. Ensuite il prend l'image dans toutes les autres civilisations. Dans Platon aussi, dans le Critias, il y a mention de l'Atlantide, du récit de l'Atlantide. Chez les théosophes aussi, les théosophes en fait c'est une association qui a été créée par Madame Blavatsky dont il parle, qui est l'initiatrice de ce mouvement, la théosophie. Hyper intéressant, avec son livre connu, La doctrine secrète. Blavatsky, qui est à l'origine du mouvement théosophique qui existe encore aujourd'hui, c'est un mouvement qui explique que en fait, les religions et les philosophies qui existent sont témoins d'une vérité plus profonde. La vérité plus profonde, ce serait le règne, l'Atlantide et le règne des géants. Si vous êtes sceptique vis-à-vis des thèses de Denis Sora, voici ce qu'il a à répondre. Mais derrière le côté moral assez douteux, il y a un désir plus profond chez l'homme. La vengeance divine, appelée par le crime, peut servir à la rigueur comme cause assez élémentaire. Mais ce que l'homme veut surtout, c'est la certitude de l'intervention dans son monde d'un autre monde que le sien. L'homme désire qu'il y ait un monde spirituel et que ce monde des dieux interfère ici-bas. L'homme seul n'est pas satisfait de lui-même ni de sa terre. Il veut qu'il y ait des êtres supérieurs à lui, des dieux. Dieu, et que ces dieux ou Dieu gouvernent la terre, même si c'est en la châtiant très durement. Il ne veut pas être seul sur une petite planète inconnu. Il faut qu'il y ait un monde spirituel, voilà. La certitude de l'intervention divine dans les catastrophes du passé est un gage de certitude de la vie éternelle. Ce n'est pas payer trop cher que de se soumettre aux calamités innombrables. L'homme a donc le besoin profond d'étendre l'existence humaine, dans le passé pour se convaincre, dans l'avenir pour s'y trouver des portes, dans les mondes parallèles qu'il appelle spirituels, dans l'aventure. C'est avant tout cela qu'il cherche dans les légendes de l'Atlantide comme ailleurs. Nous sommes ainsi devant le problème ultime. Que prouve le désir? Que prouve le besoin humain? Notre désir qu'une chose soit vraie est-il preuve que cette chose n'est pas vraie? Il est au contraire plus facilement concevable qu'un besoin n'existe en nous que parce qu'il existe hors de nous, quelque chose de satisfaisant pour ce besoin. Pourquoi aurions-nous faim si dans le monde tel qu'il est, n'existerait-il rien qui puisse satisfaire notre faim? Dans la thèse évolutionniste, nous aurions depuis longtemps perdu ce désir, la faim, s'il ne correspondait à rien. Au fond, sa thèse, c'est que on a un désir de monde parallèle qu'on retrouve dans toutes les civilisations, dans l'Égypte, avec les textes, les dessins qu'on a retrouvés dans la Bible, chez Platon, chez également les grands poètes, où on a d'immenses poésies à propos de géants, de terres inconnues, de montagnes, d'anciennes lunes. Ces désirs étant pour lui l'incarnation des désirs archétypaux, hein, et la psychanalyse nous apprend donc que comme ce sont des désirs archétypaux, comme c'est dans le désir inconscient des hommes, et bien probablement que cela a existé. Cela a d'autant plus de réalité parce que aujourd'hui encore, les désirs inconscients des hommes est le même que celui des hommes d'il y a des milliers d'années. Parce qu'une idée est d'origine psychologique, parce qu'on voit la source dans un désir humain, est-elle fausse? Au contraire.
parce qu'une donnée est légendaire est-elle fausse? Au contraire. Il faut au contraire apprendre à reconnaître derrière toutes les erreurs et toutes les imaginations la porte qui nous mène à des réalités plus belles que nos illusions. Il dit ce dont il est convaincu à la fin du livre et ce qu'il a appris à la fin de ce livre. Quant à moi, je suis maintenant raisonnablement et modérément convaincu des points suivants. Modérément, mais raisonnablement. Que la civilisation est bien plus ancienne que nous ne pouvons scientifiquement l'affirmer. D'ailleurs, à ce sujet, il parle d'un certain de Boucher de Perthes. Boucher de Perthes, c'est l'homme qui a créé la science préhistorique. Et à l'époque, Boucher de Perthes, quand il fait des fouilles et il dit voilà ce qui se passe, il y avait des hommes qui ont vécu en même temps que les mammouths. Et la communauté scientifique ne veut pas le croire parce que c'est pas possible. En fait, l'homme est une sorte de singularité. Il peut pas vivre à cette époque-là. Il naît et quand il naît, voilà, il a une certaine supériorité. Et toutes les créatures à côté de lui ne sont que misère. Et ils peuvent pas y avoir des créatures qu'on idolâtre. Et voilà, il s'avère que c'est faux. La réputation de Roger Boucher a été un peu ternie parce qu'en fait, il a lui-même falsifié des preuves pour montrer que ce qu'il disait était vrai. En fait, il a créé de toutes pièces des preuves dans des fouilles. Et il a payé des gens pour faire ça et c'était génial parce qu'en fait, il voulait absolument montrer sa théorie. Et en fait, la communauté scientifique s'est arrêtée sur ces preuves, a dit mais est-ce que ces preuves nous montrent la vérité ou pas? Il y a eu des débats qui ont été ouverts. Après, il y a eu d'autres fouilles qui ont prouvé voilà l'existence de l'homme dans des temps un peu voilà avant l'histoire en fait, avant les civilisations égyptiennes, etc. Et ça a été la naissance de la préhistoire. C'est donc le père de la préhistoire. Et donc pour prouver cette thèse vraie, il a fait une sacre, enfin il a fait preuve de la malhonnêteté la pire malhonnêteté intellectuelle, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc voici de quoi il est convaincu. Que la civilisation est bien plus ancienne que nous ne pouvons scientifiquement l'affirmer. Donc pour lui, elle est encore plus ancienne que la préhistoire, donc avec ces géants qui avaient existé à cette époque-là. Elle a été souvent liée à des conditions matérielles si simples qu'elles n'ont laissé aucune trace car la civilisation est avant tout spirituelle. Que plusieurs lunes ont existé avant la nôtre et se sont écrasées sur la Terre, que la nôtre fera de même. Qu'il y a eu sur la Terre des périodes de gigantisme, végétal, animal et humain, et que l'évolution physique, comme la civilisation, a eu des hauts et des bas. Que dans les Andes et en plusieurs autres endroits du globe, il y a eu des centres de civilisation extrêmement anciens, et que les phénomènes du paléolithique sont plutôt des décadences que des commencements. Que les légendes sur l'Atlantide et sur les mondes humains précédents correspondent à des réalités non complètement oubliées. Qu'en relation avec les catastrophes, il y a toute une évolution morale de l'humanité, que l'esprit humain ou l'âme humaine, comme on voudra, s'étend bien plus loin que nous ne le savons, dans le temps, dans l'espace, dans les mondes dits, entre guillemets, imaginaires, que nous ne faisons qu'entrevoir, et que donc ni le système théosophique ni les idées spirites ne sont à rejeter totalement. Moi j'estime aussi que ceux qui veulent aller trop loin dans les précisions s'exposent à de considérables erreurs. L'homme doit savoir jouir de ses rêves, ne jamais les répudier, mais aussi ne jamais s'attendre à une réalité qui les exprime complètement tels qu'ils sont. Mon intime persuasion est que la réalité connue sera plus belle encore que le rêve. Et enfin, il termine sur cette belle phrase: les impulsions qui sous-tendent toutes les idées sur l'Atlantide, depuis Platon jusqu'à Rüdiger, témoignent du désir des hommes de devenir des dieux. C'était le résumé de l'Atlantide et le règne des géants de Denis Sora, qui est le livre que j'ai consacré à l'ésotérisme. Alors, sans doute, vous me direz, oui, mais j'ai pas pris le livre au sérieux. Ce qui est vrai. J'ai une autre approche de la lecture dans le livre. Je cherchais un peu ce qu'il avait à dire. J'ai un peu plus fait de la recherche au niveau de la sémantique. J'étais moins crédule face aux thèses. Je me suis posé des questions à chaque fois. J'ai vérifié les informations qu'il donnait. Après, les thèses de Hobiger, en fait, c'est marrant parce que c'est un scientifique qui est un chimiste allemand, dont toutes les thèses, en fait, il parle que la Terre, au départ, c'était une sorte de matière glacée. J'ai pas bien compris, mais en gros, ce qui expliquait que les lunes, qu'il pouvait y avoir plusieurs lunes et que ces lunes ont une influence qui permettait d'alléger le poids des êtres humains comme elles étaient plus proches avec une gravité supérieure, ce qui fait que les gens étaient spontanément grands. Ouais, bon, c'était aux éditions J'ai lu, qui est une édition classique hein, des textes ésotériques. Pour moi, le plus grand texte ésotérique, c'était le texte de La vie des maîtres, parce que c'est génial ce texte, parce que je sais plus de quel auteur, La vie des maîtres, qui raconte voilà des choses extraordinaires dans le livre, et en disant que c'était un journal avec des faits scientifiques, etc. Et c'est marrant parce que des personnes qui ont lu ce livre me disaient c'est vrai, et puis moi je me dis mais c'est bizarre parce que c'est des personnes qui étaient capables de faire pousser un arbre en une journée, quoi, des choses à peu près improbables. Je me dis mais pourquoi ces gens croient en ça, et pourquoi finalement si c'est si vrai que ça, pourquoi c'est pas plus connu que ça, pourquoi est-ce qu'on est fermé devant ces choses-là. Bon, j'ai appris plus tard qu'en fait l'auteur a imaginé ces récits, c'était des récits de fiction, il n'est jamais allé dans les endroits auxquels il prétend aller. Mais je pense que il y a quelque chose comme une vérité un peu... Oui, il y a cette vérité que, voilà, il y a des choses qui nous dépassent, ça c'est sûr.
Pas de préhistoire avant. Alors, est-ce qu'il y avait des géants à l'époque? J'en sais rien. Je suis pas du tout spécialiste de la question. Probablement pas. Voilà. Encore une fois, ce livre était un vrai succès. Et ça, c'est la première chose que j'apprends, je pense. Moi, je retiens de ça, c'est qu'il y a des vérités qui nous dépassent et qu'on a toujours des désirs vis-à-vis de la vérité. On a un rapport avec la vérité. La vérité n'est-elle pas ce que l'on croit? Ça, c'est une phrase assez forte quand même. Et c'est vrai que de toute façon, quand on est convaincu de quelque chose, bon, bah voilà. Même si je pense que dire la vérité, c'est ce qu'on croit, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas lu Platon, alors que il ne fait que le citer. Platon, au contraire, te dira surtout que la vérité, c'est surtout ce que tu ne crois pas. La croyance, ce n'est pas la vérité. La croyance, c'est un état où tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Et les preuves que tu as, si tu en as, eh bien, elles sont fausses, elles sont falsifiables. On peut les mettre en cause. Alors que la vérité, c'est précisément là où il y a des preuves solides, avérées par l'ensemble de la communauté. Donc voilà. Après, il dit quand même que la vérité, voilà, on la trouve pas, il faut être prudent. Ce qu'on dit, c'est pas certain non plus. Donc c'est ça que j'ai aimé aussi avec ce livre, c'est que c'est pas j'arrive, je te balance les thèses. Alors évidemment, il y a un petit côté comme ça, mais c'est pas non plus. Il y a de la nuance. C'est pas un thèse, il accepte des choses que c'est peut-être pas vrai ce qu'il dit, et puis il le dit aussi. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette démarche d'honnêteté intellectuelle finalement, parce que je pense qu'il est convaincu de ce qu'il dit, mais il dit voilà, il faudrait préciser, il faudrait voilà. Il est raisonnablement et modérément convaincu de ce qu'il avance, donc je veux dire, c'est pas non plus quelqu'un, c'est pas non plus Madame Irma qui te dit voilà comment ça va se passer, qui trouve toujours un moyen de te dire que non, mais en fait ce que je dis c'est vrai. Non, au contraire, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et puis deuxième chose que j'ai apprise, c'est que c'est d'une richesse immense pour les récits, les romans, etc. J'avais regardé le Da Vinci Code récemment. C'est exactement cette idée-là, que des choses qu'on n'aurait pas cru, qui étaient possibles, etc. Ça donne vraiment matière à réfléchir en tant que œuvre littéraire pour la suite. Donc si vous voulez le lire, avec l'ouverture d'esprit, hein, moi je conseille. On apprend des choses en plus. J'ai appris que Madame Ballanger, Blavatsky, c'était la fondatrice de la Société de la Théosophie. Je connaissais pas Boucher de Perthes. Très intéressant de connaître. Alexandre Morey, grand égyptologue. Le passage de la Bible que Platon parle de l'Atlantide dans le Critias, je savais pas non plus que Tiwakano, voilà, je connaissais pas le nom de cette ville avec ses schémas là, ces pierres, etc., qui sont très impressionnantes. Très intéressant aussi, hyper important, je pense, de se consacrer à l'ésotérisme, de lire les textes marquant l'ésotérisme. Celui-là, encore une fois, c'était un succès parce que c'est une littérature que beaucoup de gens lisent. Si on va à la Fnac, le rayon Fnac, ésotérisme, mais il y a, wow, c'est blindé. C'est blindé. C'est autant blindé que rayon, je sais pas, histoire, philo, sociologie. C'est autant blindé, si ce n'est plus. Donc intéressant de voir ce que les gens lisent, toutes les théories du complot, etc. Je pense qu'il y aurait des livres à lire pour comprendre un peu mieux le phénomène, etc. Voilà. Donc c'est un résumé un peu spécial, puisque la façon dont le livre est un peu spécial, ça met en cause mes croyances et ça les attaque probablement pour le meilleur. Voilà. Bon, certains me reprocheront sans doute de lire ça et d'être complètement crédule, ou encore d'être incrédule, ou encore de ne pas donner de véracité, d'accorder suffisamment de véracité au texte. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez mon résumé. Et demain, on se retrouve. Cette fois-ci, je peux annoncer le livre avant. C'est The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. The Surprisingly Truth Behind Extraordinary Results. Donc, ça va être intéressant. Je sais pas ce que c'est que cette Extraordinary Simple Truth. On va essayer de la trouver. Donc, j'ai un jour de retard. Aujourd'hui, on est lundi 25 janvier. Hop. À 23h51. Il est 1h du matin, sachant que je bosse demain, donc il va falloir que j'aille dormir. Et donc j'essaierai de lire 2 livres demain. Voilà ce que je vais faire. J'essaie de me rattraper, je sais pas si je vais y arriver. J'aurai peut-être un livre de retard, je vais peut-être te rattraper, combler le retard à la fin de la semaine. Je vais donner tout ce que je peux. C'est dur comme défi, franchement, je pensais pas que c'était aussi dur, mais voilà, on se donne les moyens, et même si je tombe, c'est pas grave, ce qui compte c'est